Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce lundi 13 mars 2023. En direct de nos studios de Douala, prenons la première halte. C'est le kiosque que nous propose après ce matin. D'abord, la nouvelle expression qui s'intéresse au sénatorial dans le Fundi. Charter, abstention et victoire du RDPC, nous dit le journal La Nouvelle Expression. Le journal indique que si le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est imposé dans le Fundi, des abstentions et des irrégularités ont été observées. Vous aurez d'autres détails avec le compte rendu de la journée d'hier fait par le reporter de la Nouvelle Expression. C'est en page 3 de l'édition de ce matin. À la une du Messager, Sénat et Signat abandonné, titre le Messager, physiquement diminué par le poids de l'âge et ténaillé par une santé chancelante. Le président de la Chambre haute du Parlement pourrait-il se mettre définitivement à l'écart, s'interroge le journal Le Messager. Écho des sénatoriales dans le nord-ouest, l'ouest, le centre, le sud et la Sanaga maritime, à retrouver donc dans les colonnes du journal Le Messager de ce matin. À la une de Cameroun Tribune, élection sénatoriale. Ça y est, s'exclame le quotidien bilingue gouvernemental. Les électeurs, plus de 11 000 conseillers régionaux et conseillers municipaux, chargés de lire la troisième cuvée des sénateurs de l'histoire politique du Cameroun, se sont rendus aux urnes hier avec enthousiasme pour faire leur choix. D'après le directeur général des élections, Éric Essousset, tout s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national. Place maintenant à la centralisation et à la vérification des suffrages par les commissions régionales de supervision. Lire les pages spéciales de Cameroun Tribune dans l'édition de ce jour. Pour mutation Parlement, le scandale des micro-projets, c'est le titre de mutation de ce matin, 2,5 milliards de francs CFA, soit 8 millions pour chaque député et 10 millions pour chaque sénateur alloué chaque année. Le détournement de ces fonds publics commande la mise sur pied d'une commission d'enquête. D'autres détails en page 5 de mutation. Pour l'heure du Sahel sénatorial 2023, la razzia du RDPC dans le Grand Nord, titre le journal L'œil du Sahel. Le quotidien Le Jour s'intéresse à la ville de Bafoussam. Comment accélérer la modernisation, titre le quotidien Le Jour. Le Forum pour le développement du chef-lieu de la région de l'Ouest, clôturé vendredi dernier, veut mobiliser la diaspora pour des projets à fort impact économique, socio-économique. La ville tire déjà avantage du programme CD2 Capitale Régionale et des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun en 2021. Lit le dossier du quotidien Le Jour. À la une du Confidentiel, transport urbain et interurbain halte à la surcharge, titre le Confidentiel. Après l'augmentation des coûts de transport adossés à celle des carburants, le ministre des Transports monte d'un cran dans la lutte contre les accidents de la circulation. Dans un communiqué radio-presse signé et rendu public le 10 mars 2023 à Yaoundé, Jean-Ernest Massenangale Bibé prend des mesures visant à tordre le cou au phénomène. Les sanctions vont du débarquement des passagers en surcharge au retrait du permis de conduire du chauffeur en passant par les amendes. D'autres détails à lire en page 3 du Confidentiel. À la une de l'économie quotidien, sommet des chefs d'État de la CEMAC, évaluation de ce qu'ils se sont dit en 2021. Les dirigeants des pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se retrouvent à Yaoundé le 17 mars 2023. Et sur le même sujet, le quotidien Émergence parle des dessous du sommet annoncé de Yaoundé. Et c'est donc l'essentiel pour les parutions de ce matin, sélectionné dans le cadre de cette émission, la revue des Grandes Unes. Accueillons nos invités pour en parler. D'abord, à ma droite, Thierry Niopé. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour Achille, bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. C'est un plaisir d'être là ce matin. C'est vrai que c'est un peu très difficile après 2 semaines où on a suivi avec beaucoup d'intérêt les sénateurs, même comme la campagne, on a eu l'impression étaient des candidats au sénatorial, on a eu l'impression que la campagne était mi-raisin. Rien à voir avec les grandes joutes électorales telles que nous l'observons très souvent aux municipales et aux législatives, mais également à la présidentielle. En tout cas, on en parlera tout à l'heure. On en parle tout à l'heure dans quelques secondes. Le temps pour nous de recevoir sur ce plateau Bernard Batana. Bernard, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kanga. Bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Je dis un bonjour particulier à tous ceux qui se sont présentés comme candidats au poste de sénateur. Et donc, on aura les résultats dans les tout prochains jours. L'élection était donc hier, le 12 mars.
2023. Un peu plus de 11 000 grands électeurs, comme on les appelle, les grands électeurs, donc, ont voté pour les sénateurs. Thierry Nopel, justement, vous avez déjà déblayé le chemin. Vous avez dit que c'était un enthousiasme mi-figue, mi-raisin avant la sénatoriale. Et puis, ce qu'on a observé hier, quelles sont les premières leçons qu'on peut tirer? Oui, il faut dire quand même, hein, quand on regarde ce qui s'est passé, on parlait tout à l'heure de cet enthousiasme qui n'était pas au rendez-vous, parce que les campagnes électorales, vous pouvez imaginer, très souvent mobilisent un gros trésor d'énergie, mais également beaucoup de communicants, mais même dans les médias, on n'a pratiquement pas vu grand-chose. Ce qu'on voyait, c'était quelques rares reportages sur les différentes sorties des uns et des autres, parce que justement, les élections sénatoriales enlèvent cette volonté des différents candidats de présenter à la face à la communauté nationale leurs différents programmes, leur plan de campagne. Très souvent, on ne sait pas exactement ce que feront les sénateurs, ceux qui ont été élus aujourd'hui. Vous leur demandez, si vous descendez, beaucoup ont été incapables, même pendant cette période électorale, cette période de campagne, de dire exactement, de nous dire exactement ce qu'ils comptent faire une fois investis par leur formation politique, parce que justement, beaucoup se retrouvent là grâce aux cooptations. Je vous rappelle que le RDPC, on le dira, toutes les unes sont d'accord là-dessus. Le RDPC a une fois de plus étalé sa suprématie, comme nous l'annonçons dans notre édition de ce matin. C'est la razzia du RDPC. C'est le cas. Si vous allez, les tendances sont claires. Si vous allez à l'ouest, c'est la razzia totale. Au nord, c'est la razzia totale. Dans le littoral, c'est pareil. À l'est, c'est pareil. Donc quand vous regardez ce qui s'est passé, l'enjeu n'était justement pas au rendez-vous, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en face, il n'y avait pratiquement rien. Parce que la formation politique de l'opposition, vous savez, ce sont les grands électeurs qui sont chargés d'apporter leur choix sur les différents candidats. Et quand on regarde l'ossature de l'Assemblée, en fait des différents conseils municipaux, encore moins des régions, ils sont dominés par le parti au pouvoir, ou proche du pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc il n'y avait pas grand-chose à attendre de ces élections-là. Si vous prenez par exemple le cas du littoral, ici seulement dans le Vouri, vous vous êtes rendu compte que le PCRN, qui avait 17 conseillers municipaux sur les près de 276, je crois, conseillers municipaux inscrits, ils ont eu à peine 16 voix. Le SDF a à peu près 30 conseillers municipaux dans tout le littoral. Et quand vous regardez le taux d'abstention, il tourne autour de 25 bulletins. Donc quand on analyse cela, il est clair que le RDPC s'en sort pratiquement avec plus de 92%. Donc voilà, pour nous, c'est une élection qui n'avait pas réellement d'enjeu. C'est la raison pour laquelle on continue à croire qu'il est plus que jamais urgent pour ces formations, pour les formations politiques de l'opposition, de se préparer mûrement pour affronter les élections législatives, municipales et même présidentielles qui arrivent, parce que ce sont les élections municipales et régionales qui permettent justement à ces différentes formations politiques-là de faire acte de candidature au niveau du Sénat, parce que l'élection est gérée par les grands électeurs. Donc tout l'enjeu est à ce niveau. Voilà pour votre première lecture. Donc toujours est-il qu'il y a eu vote hier dans les 198 bureaux disséminés un peu partout sur le triangle national. Bernard Batana, charter, abstention, razzia du RDPC, vous retenez quoi? Quelles sont les images fortes de la journée d'hier? Alors, je pense que l'essentiel de ce vote-là, qui par ailleurs n'avait pas trop d'enjeu, en ce sens que ce n'était pas un vote populaire. Vous savez que le vote n'a de sens que par rapport à la taille des électeurs. Donc ici, c'est une portion congrue des électeurs, ce qu'on appelle les grands électeurs. Ils sont 11 000. Et donc, on ne pouvait que vivre cette atmosphère mi-figue, mi-raisin. Bon, maintenant, sur le plan pratique, et je crois que j'apprécie beaucoup ce reportage de Ben Christy Moudio, qui est allé sur le terrain de l'action, parce que c'est ça qui est important chez nous, les faits. Les faits qu'il a relatés là-bas, il y a eu des charters, des viols de la loi, et puis la victoire écrasante du RDPC, comme on pouvait s'attendre. Bon, nous disons que, quel commentaire, vous avez demandé, quel commentaire est-ce que je peux faire? Vous savez, les élections, c'est un processus.
c'est un processus qui commence à l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Et l'élection proprement dite n'est qu'une étape d'un processus. Donc le journaliste a décelé un certain nombre d'irrégularités qui devaient peut-être être reversées dans le contentieux électoral pour que ces irrégularités soient pour être précis, il s'agit par exemple de ces charters à l'effigie du RDPC qui ont été dénoncés par c'est des irrégularités de FDC. Tout à fait. Des irrégularités qu'on a constatées sur le terrain et c'est palpable, visible, qui vont être reversés dans le contentieux électoral pour qu'on annule ou bien on... Mais sinon, comme l'a dit le directeur Éric Essoussé, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. On lui crédite de cette confiance-là, parce qu'il dit que tout s'est bien passé. Mais par ailleurs, le journaliste dit qu'il y a eu des irrégularités. Il faut donc, à la fin que ces irrégularités soient réglées, que les partis politiques qui se sentent lésés par rapport à cela, parce qu'il s'agit d'un processus, qu'ils portent ça au niveau du contentieux post-électoral. Alors, le Messager a resserré son angle sur le président du Sénat, Marcel Niat Difendi, et si Niat abandonnait Thierry Niopé, ça intéresse certainement les lecteurs et les téléspectateurs. Vu, comme le Messager le dit, la nage avancée, on ne va pas se mentir, du président du Sénat. Est-ce qu'on peut imaginer le Sénat sans Marcel Niat Difendi? Est-ce que c'est encore lui qui décide même de non, ce poste-là? Il n'a jamais décidé de ce poste. Ce poste a toujours... en fait, ça a toujours été le choix du président national de cette formation politique. On ne peut pas décliner Paul Biya. la nomination. Bon, maintenant, là, c'est autre chose. Parce que vous parliez justement de qui décide par rapport à quoi, que ce soit le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Je vous rappelle que c'est un collège électoral et quand on regarde comment ça fonctionne avec la discipline du parti au sein du RDPC, il est clair que le choix du comité central sera donc le choix du président national ou du bureau politique du comité central du RDPC sera nécessairement le choix de tous les sénateurs ou encore moins le choix de tous les députés au niveau de la Chambre basse. Je vous rappelle que les parlementaires, la Chambre basse est réunie depuis une dizaine de jours. Jusqu'à ce jour, on ne parle pas encore de l'élection du bureau, alors qu'on sait effectivement que c'est l'un des éléments de la session de mars. Donc on espère que d'ici à quelques jours, on verra bien la fumée blanche de ce côté, parce qu'il y a également le problème qu'Ava Ege Djibril qui se pose avec beaucoup d'acuité. Beaucoup estiment qu'il n'est pas très loin en termes de santé, même comme on ne questionne pas nécessairement la santé de nos dirigeants. Il n'est pas très loin du président du Sénat, Marcel Niat Difendi. Donc, nous on pense qu'à un moment donné, il faut penser au renouvellement de la classe dirigeante. Je vous rappelle que même au niveau des choix ou des critères de présélection, le président Biya ou le président national du RDPC avait mis un accent particulier, avait mis un accent sur le renouvellement de la classe dirigeante, le renouvellement au niveau des différentes candidatures et même la féminisation de ces candidatures-là. Donc espérons, pourquoi pas. Moi je crois qu'il n'est pas impossible de rêver. Voir peut-être une femme à la tête du Sénat ou de l'Assemblée nationale, tout est possible. Bernard, votre réponse à cette question? Un Sénat sans Niat Difendi? Je pense qu'on pouvait ajouter. Et si Niat et Kavaye abandonnaient? Ça, c'est une question qu'on pose. Mais vous savez, comme moi, qu'au Cameroun, dans ce pays-ci, l'abandon, la démission n'est pas dans le programme des hommes politiques. L'histoire nous apprend que lorsque Gaga Aman Adji, alors ministre de la fonction publique, a démissionné, il a été considéré comme un paria, un outsider de l'action au Cameroun. L'histoire nous apprend aussi que lorsque Nana Sinkam a été nommé ministre et qu'il a démissionné, il a été considéré comme un opposant de première classe. Également, Achou Moufor, au fort du retour à la démocratie, Achou Moufor a démissionné de son poste de gouverneur de la province du Nord-Ouest. Il a été aussi considéré comme un opposant au régime. Donc, la démission ici n'est pas
le partage des hommes au pouvoir au Cameroun. Si c'est la question qu'on peut se poser, et si le président de la République qui les a nommés pouvait les décharger de ces hautes fonctions parce que c'est visible, le président du Sénat comme le président de l'Assemblée nationale sont visiblement fatigués. Ça se voit dans leurs interventions. On n'a pas besoin de porter des loupes. Ça, c'est des faits. Et je dis toujours qu'ici, nous, on parle des faits. Les faits sont visibles et palpables. Et si le président de la République déchargeait Marcel Niad Difendi et Kavaye Gedibi de leur fonction de président de la Chambre haute et de la Chambre basse, c'est la question qu'il convient de poser. Enfin, c'est le titre que vous aurez proposé hein, voilà. à votre rédaction. Alors, pour mutation, si Marcel Niad Difendi intéresse le messager, eh bien, c'est l'argent des micro-projets qui intéresse mutation dans l'édition de ce matin. Le scandale des micro-projets. Thierry Niopé, on parle de 8 millions pour les députés, 10 millions pour les sénateurs chaque année. Finalement, à quoi sert tout ce pactole? Soit 40 millions de francs CFA pour les députés et 50 millions de francs CFA pour les sénateurs pendant tout leur mandat. 5 ans. Sur 5 ans, justement, parce que le mandat est de 5 ans. Alors, quand on regarde sur le terrain, quand on questionne l'action parlementaire, on se rend compte en principe que c'est de l'argent qui a été mobilisé pour permettre justement à ces parlementaires-là de faroter, pour parler de manière triviale comme au quartier, de faroter parfois les militants, parfois les personnes qui viennent leur rendre visite, mais en aucun moment pour s'occuper de la population, de manière générale. Hein, je veux dire, quand on parle de micro-projets, on se serait attendu à ce que les uns et les autres, pourquoi pas, procèdent à la construction des forages, des ponceaux, et même, je dirais même, accompagner également d'autres secteurs tels que l'éducation, la santé, au niveau des centres médicaux d'arrondissement. C'est vrai que c'est le travail des mairies, mais je crois que les parlementaires pourraient également accompagner ces différentes collectivités territoriales décentralisées. Là, en réalité, cet agent, je vous envoie sur le terrain, faites le tour de la région, du littoral, ou moins du département du Vouri, parce que nous y sommes, donc on a la possibilité de questionner ces élus locaux-là. Si on commence à questionner à partir de la première, l'honorable Dokonlis, au Joshua aussi, on revient à la deuxième, questionner le bilan du député Emmanuel Pongo, aller du côté de la première également toucher le bilan de Mme Sopo-Touta Marlise, continuer du côté de la troisième avec l'honorable Nietzsche, Madame Pokossi. En réalité, quand vous questionnez, si vous prenez député après député, vous vous rendez compte qu'il y aura beaucoup à dire. Mais je crois que, comme je vous le disais encore à l'entame de cette émission, c'est un dossier sur lequel nous travaillons avec beaucoup d'intérêt. Et hier encore, on a davantage travaillé là-dessus en questionnant, en posant quelques questions à ces parlementaires-là qui étaient justement du côté du lycée Jos pour voir comment ça se passe, parce que il y a beaucoup à dire justement à ce niveau. Bernard, il y a un vide autour des micro-projets. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune commission de suivi, de gestion des micro-projets, parce que c'est de la fortune publique. C'est de l'argent public qu'on donne aux députés, aux élus du peuple, aux représentants des populations. C'est de l'argent public qu'on leur donne pour aller investir au profit des populations. Donc il faut que les populations comprennent que lorsqu'un député vient construire un forage, il ne vous fait pas un don ni une faveur. C'est votre droit. Il faut que les populations le sachent. Parce que les quelques rares qui vont sur le terrain pour implémenter cet argent, pour implémenter de l'argent sur le terrain, ils font croire aux populations qu'ils leur font un don, qui sort de leur poche. Non, il s'agit de l'argent qu'ils reçoivent des caisses de l'Assemblée nationale. 8 millions. 8 millions chaque année députés. Pour venir investir. Parce que vous les avez élus, vous les avez envoyés au Parlement pour vous représenter. Alors en retour, l'État leur donne, leur octroie de l'argent qui sort du trésor public pour qu'ils viennent développer
pour qu'ils viennent améliorer vos conditions de vie. Voilà ce qu'il faut dire aux populations. Et il faut normalement, au niveau de l'Assemblée nationale, il fallait une commission de suivi de ce micro-projet. On leur donne de l'argent et puis rien d'autre. Ils font de cet argent ce qu'ils veulent. Je crois que ce n'est pas équitable. Ce n'est pas équitable. Il faut qu'on mette des garde-fous désormais dans la gestion de l'argent public, des micro-projets. Ce qui est vrai pour les élus du peuple est vrai aussi pour les ministres. On ne va pas seulement parler des ministres qui détournent l'argent public. Les députés aussi. Qu'est-ce qu'ils font de l'argent des micro-projets? Le sujet est à retrouver dans les colonnes de mutation de ce jour. Et bien, avec 8 millions, on ne peut certainement pas se charger dans un taxi ou encore dans un bus de transport. Vous savez que le phénomène va grandir au Cameroun malgré les mesures prises par les pouvoirs publics. Thierry Nopé, le confidentiel, dit halte à la surcharge. J'ai envie de dire, le confidentiel titre et le phénomène se poursuit, ou le phénomène passe. Oui, c'est vrai quand même que voilà, à la lecture, avec cette image. À la lecture du communiqué du ministre de Transport, M. Gérardès Masséna-Galeb, on a salué cette décision, mais je vous rappelle que quand on a interrogé les conducteurs de ces engins-là, de ces taxis davantage, parce qu'il est davantage normal de lutter contre la surcharge au niveau du transport interurbain, parce que très souvent les routes sont longues et surcharger les populations, en fait les usagers, dans ces conditions, ce n'est pas toujours très évident. Maintenant, quand on questionne les conducteurs de taxi, donc au niveau du transport urbain, ils disent qu'avec le coût de la vie qui prend de plus en plus du galon, l'augmentation du prix du carburant, leur demander de mettre un terme aux surcharges serait assez utopique. Mais il est clair que, tel qu'on connaît le ministre des Transports, il va mobiliser un trésor d'énergie pour envoyer des équipes sur le terrain pour lutter véritablement contre ce phénomène, même comme on sait que le phénomène ne touche pas seulement les conducteurs de taxi, mais il y a également des engins à 2 roues. Je crois que c'est même davantage là-bas qu'il faudrait accentuer ces contrôles-là, parce que vous voyez comment des gens sont parfois jugés sur des motos et ces gars roulent parfois à tombeau ouvert, brûlant les feux rouges au passage, exposant ainsi la vie des différents usagers au quotidien. Donc il faudrait que le ministère des Transports travaille, pourquoi pas avec des équipes mises sur le terrain pour mettre un terme. Je vous rappelle que le préfet du département du Vouri s'était essayé en luttant contre la surcharge au niveau des motos. Il y a même eu des arrêtés là-dessus, mais la suite est là. Vous avez dit, on ne fait que sonner le tocsin, mais la réalité est tout autre sur le terrain. Bernard Batana, en une minute rapidement, comment on vient à bout de ce phénomène? La sensibilisation doit se faire des deux côtés. Du côté des transporteurs comme du côté des clients. Il faut faire comprendre aux clients qui est en surcharge que là, il est irrégulier, il n'est pas couvert par l'assurance, et donc s'il y a un moindre pépin, un accident de circulation, il va mourir pour rien. Voilà, c'était ce que je vais dire sur ce sujet-là. Il n'a pas échappé à la presse ce matin que les chefs d'État de la CEMAC se réuniront donc à Yaoundé le 17 mars prochain. Le sommet des chefs d'État de la CEMAC, Émergence en parle ce matin. Thierry Nopé, en une minute, que peut-on attendre de cet autre sommet-là, un sommet de plus? Alors qu'il y a des enjeux dans la sous-région. Oui, il y a l'enjeu notamment autour du franc CFA. Je vous rappelle que c'est un sujet qui fait débat. Vous avez vu d'ailleurs lors de la visite du président Macron dans quelques pays de l'Afrique noire, notamment en RDC, où le problème, la question du franc CFA est revenue. Donc les chefs d'État avaient donné à Mahamat le temps, depuis 2019, de réfléchir, de proposer une piste de solution qui aille en phase avec les intérêts des Africains, notamment des pays de la CEMAC. Il y a ce problème-là. Il y a également le problème de la fin des mandats au niveau des différentes instances. Je vous rappelle que le président Biya a été élu en 2019 pour 1 an, mais il y est depuis 2019. Cela court déjà pratiquement 4 ans. Donc il faudrait peut-être voir dans quelle mesure on va changer à ce niveau. Mais est-ce que le problème... Il y a également le problème de la rotation de ces postes qui s'opposent. Vous vous rappelez qu'il y a eu dernièrement des débats autour de la BVMAC. Il y a eu même des débats au niveau de qui devait, quel est l'État qui devait assurer
la rotation, même au niveau d'autres organismes sur le plan interne. Donc quand on regarde ce qu'il y a à faire, il y a également des enjeux sur la crypto-monnaie. Je vous rappelle que la République centrafricaine avait adopté la crypto-monnaie en avril 2022, je crois. Le président Touadéra avait accepté le Bitcoin, tout comme le franc CFA, comme un moyen d'échange au niveau des activités commerciales, en déphasage total avec les autres pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Donc il y a beaucoup d'enjeux, on va écouter, on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Ce sommet-là, le 17 mars, Bernard Batana, de sommet en sommet, en tout cas des défis majeurs qui persistent. Oui, il s'agit d'une organisation sous-régionale et je crois que l'action, le cahier de charges que le président en exercice s'était donné, c'était essentiellement l'intégration sous-régionale, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEMAC. Et lorsque son mandat arrive à expiration, comme ce sera le cas dans quelques jours, il faudra bien faire le bilan de l'action. Au-delà des problèmes techniques de monnaie, de la crypto-monnaie, du franc CFA et autres là, quelles sont les évolutions intervenues entre 2019 et aujourd'hui au niveau de l'intégration sous-régionale? Parce que pour que la sous-région se développe, effectivement, il faut qu'il y ait une intégration des personnes et des biens de la sous-région. Mais on a l'impression que ce n'est pas toujours le cas. Vous connaissez le cas tout récent des Camerounais qui ont été chassés de la République centrafricaine et autres cas où dans les frontières on a toutes les difficultés. Non, je pense que la première des choses c'est celle-là. C'est assurer une libre circulation des personnes et des biens dans l'espace sous-régional. Et lorsque cela sera fait, je crois que les leviers du développement seront actionné par le simple fait que vous imaginez que des produits du Cameroun partent au Gabon, les produits du Gabon viennent au Cameroun, les produits de la République centrafricaine vont au Gabon, ainsi de suite. Il y aura un foisonnement de produits qui vont propulser un développement des personnes et des biens. Quant à ce qui est du franc CFA, je pense que c'est un problème qu'il ne faut même pas mettre à l'ordre du jour, parce qu'il ne viendra jamais. Merci Bernard, merci Thierry. Donc rendez-vous le 17 mars prochain pour le sommet des chefs d'État de la CEMAC. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été de nôtres ce matin. Merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Zéphirin Gondi, aux caméras Innocent Abega, à la réalisation Emos Fongo. Rendez-vous demain à 9h20. Restez sur Equinox Télévision. Juste après nous, c'est la team d'Isabelle Carozoupette pour 10-12, le Zénith.